Voilà, et c'est parti, ça enregistre. Tu commences quand tu veux. On voit que les gens se connectent encore un petit peu, donc je te propose de laisser une 2 minutes et puis d'y aller Ouais, gentiment. on commence à midi 2, histoire de. Ouais, c'est Comme ça, j'ai le parfait. temps de boire mon café. Parfait. Je te remercie encore. À tout à l'heure et bonne À conférence. tout à l'heure, merci. Allez, il est midi 2, je suis pas connu pour ma patience, donc je vous propose qu'on commence. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième session du track 1 de Cloud Sud. Je suis très content de participer à cet événement, et donc du coup, comme vous pouvez le voir sur le titre, on va parler aujourd'hui d'isolation de kernel avec des pods et des trucs et des bidules, et spécifiquement, on va parler des sandbox containers dans Kubernetes. Et dans Kubernetes, c'est après un petit peu dans Azure, parce que je vais parler plutôt des choses que je connais. Sans plus attendre, du coup, slide suivant, on remercie les sponsors sans qui on ne pourrait pas faire ça. Voilà, ils sont là, ils sont affichés, on les remercie, on est très content de pouvoir faire cet événement grâce à eux. Et maintenant, on va parler de l'agenda. On va faire ça en deux parties un peu plus théoriques et puis après un petit peu plus de pratique. On va commencer par faire un container sandboxing 101, c'est-à-dire qu'on va réintroduire un peu le pourquoi du comment on arrive à se faire des containers sandbox. Et pour ça, on va repartir un peu loin dans les concepts des containers. Ensuite, on va s'intéresser à ce que ça implique de faire des containers sandbox dans un cloud managed Kubernetes, et spécifiquement du coup dans le cadre d'AKS. Et ensuite, on va regarder deux solutions de container sandboxing. On va regarder un truc qui s'appelle gvisor et un autre truc qui s'appelle Kata Container. Il y en a un qui est self-managed, gvisor, parce que du coup, il n'est pas disponible out of the box sur le cloud provider que l'on va regarder. Et il y en a un autre qui, du coup, est disponible et on va rentrer un petit peu dans les détails de tout ça. Allons-y. Oui, il faut que je me présente rapidement. Donc, moi, je m'appelle David Trappard, je suis Cloud Solution Architect chez Selensa et je fais du cloud spécifiquement sur Azure depuis 2015, je crois, donc ça fait bientôt 8 ans. J'aime tout ce qui s'automatise, je suis plus sur du HashiCorp que sur d'autres solutions, et ça fait un moment que je fais du Kubernetes, je trouve ça toujours aussi difficile, et c'est pour ça que je viens partager avec vous mes retours d'expérience, parce que je trouve ça à la fois fascinant et extrêmement compliqué. Et comme vous avez peut-être pu le deviner avec mon avatar, non, ce n'est pas un Jawa, c'est un Black Mage de Final Fantasy, et c'est parce que effectivement, je suis un fan des premiers Final Fantasy, ce qui révèle également mon âge, mais on ne va pas continuer là-dessus, on va continuer. Du coup, on rentre dans le vif du sujet, les containers sandboxing. Et tout d'abord, on se positionne un petit peu dans l'architecture Kubernetes et surtout dans la partie sécurité, parce qu'il faut bien comprendre que quand on parle de container sandboxing, ou de sandbox container d'ailleurs, on est en train de parler de sécurité dans l'environnement Kubernetes. Et donc, du coup, où est-ce que ça se positionne tout ça quand vous cherchez un petit peu sur la sécurité Kubernetes, ou si vous avez commencé à regarder des
des sujets de formation comme la Certified Kubernetes Security, vous allez trouver les fameux 4 C de la sécurité de Kubernetes, et notamment donc du coup ces 4 couches qui correspondent soit au cloud, soit au cluster, soit au container, soit au code. D'accord. Je suis plutôt quelqu'un de l'infra et du cloud, donc en général, je suis plutôt sur les layers du cloud et du cluster. Néanmoins, on va parler un petit peu de ce qui touche au container aujourd'hui, parce qu'à un moment, il faut quand même qu'on rentre dans le système, et le container, c'est un peu plus le système. Et on ne touchera pas vraiment à la partie code, parce que le container sandbox, son idée, c'est bien de sécuriser le container et le code qui est à l'intérieur, pour le cas où on ne saurait pas sécuriser le code. On y va. Alors déjà, un petit peu d'histoire. Vous avez sûrement déjà vu ce genre de petit schéma. À gauche, on a les machines virtuelles, à droite, on a les containers. Donc, à gauche, du coup, vous voyez qu'on a plein de couches. Donc, on a l'hôte physique, on a l'hyperviseur. Et puis après, on a des machines virtuelles qui ont leur virtual hardware, leur guest OS, et puis après, une ou plusieurs applications. D'accord. Donc, tout ça, c'est autant de couches à gérer. Ça marche très, très bien. Néanmoins, il y a beaucoup de choses à gérer, et ne serait-ce que une couche d'OS sur l'hôte et une couche d'OS sur le guest OS, c'est casse-pied parce que qui aime faire des patchings d'OS, d'accord. Arrive le container, du coup, il y a pas mal d'années maintenant, déjà, finalement. Et bah, le container, c'est un petit peu différent. On supprime la couche de l'hyperviseur. On va dire qu'on la mixe un peu avec la partie guest OS. En fait, c'est au lieu d'avoir un hyperviseur et un guest OS avec du virtual hardware, on a directement un engine de container qui nous permet de faire tourner différents containers qui contiennent des applications. D'accord. Sauf que forcément, il y a un sauf. On va commencer par le côté positif. Comme on réduit toutes ces couches, le container, il est beaucoup plus rapide à démarrer, il est plus léger. C'est plus facile de le faire tourner dans un environnement de dev parce que on fait un container et puis c'est pas la machine de dev, c'est un container. Donc du coup, ça se porte a priori plus facilement, ça démarre plus facilement, etc. Néanmoins, il y a quand même un prix à payer pour tout ça. Puisque c'est un container et que du coup on a enlevé pas mal de couches d'isolation, le virtual hardware et puis le virtual OS et puis même la couche d'hyperviseur, on a une isolation qui est moindre que sur un OS complet dédié qui est dans un virtual server dédié qui est lui-même orchestré par une autre couche d'hyperviseur. Donc forcément, c'est un petit peu moins isolé. Forcément, il y a des choses qui sont partagées. Et là, on se concentre sur la partie OS. Le kernel Linux, parce que c'était d'abord sur Linux de l'hôte, il est partagé, malgré le fait qu'on ait quand même une isolation qui soit portée par les features du kernel, de Linux, qui sont entre autres les C-groups et les namespaces. Donc ça, c'est l'architecture globale des containers. On ne va pas trop rentrer dans le détail de ça, d'abord parce que je ne saurais pas vous en parler, je me contente de les utiliser, et ensuite, ça serait beaucoup trop long. Néanmoins, container plus rapide, plus performant, mais isolation un peu moindre. Et du coup, comme pour toute solution qui arrive et qui apporte une innovation, on est plus rapide, on est plus portable et on améliore les conditions de travail du développeur qui peut facilement porter son travail sans avoir d'impact sur ce qu'il a sur sa machine. On a une question qui se pose, c'est la question de la sécurité. Le container, très bien, mais il tourne, mais du coup, j'ai un peu moins la main dessus. Enfin, j'ai pas vraiment la main dessus, mais je sais toujours pas ce qui se passe dans le code, et j'ai moins d'isolation. J'ajoute que du coup, si on se rapproche un peu plus de ce qui se passe dans la partie Linux, ce qu'on appelle des syscalls entre les applications et puis le kernel, pour faire des actions. Et un container, il échange des syscalls avec le kernel de son hôte, et ça, on ne sait pas forcément ce qui s'y passe. Et c'est une problématique parce que, encore une fois, si on ne connaît pas bien le code, ou si on ne peut pas garantir, si on considère que le code n'est pas complètement sécurisé parce qu'on s'est dit qu'on était dans zéro trust et qu'on peut tout vérifier, et se dire que le code qui est porté dans le container, il est secure et qu'il peut faire ce qu'il veut, ça serait un petit peu une erreur et ça casserait un peu notre modèle zéro trust. Donc ce faisant, du coup, on va chercher des solutions. Je me suis un petit peu spoilé, mais néanmoins. Donc du coup, comme les syscalls peuvent arriver sans qu'on les contrôle, vous voyez, du coup, sur la gauche, j'ai essayé de représenter une application qui, depuis son container, va faire des syscalls vers le kernel.
on ne sait pas forcément ce qui s'y passe. Enfin, on pourrait, mais ça implique de bien regarder ce qui se passe côté applicatif et côté système, et du coup, d'identifier tout ça. On a des solutions, déjà, pour limiter ça, parce que rien ne nous empêche, même si c'est un travail fastidieux, de prendre l'application et puis de regarder ce qui se passe par rapport au code et de déterminer quel type de syscall elle va faire vers son kernel, vers son host kernel. On a des solutions qui vont nous permettre du coup de whitelister les syscalls, et comme ça, si jamais d'aventure, pour une raison X ou Y, on avait, je sais pas moi, le code qui était modifié d'une certaine manière, ou dans le cadre d'un environnement Kubernetes, un init container qui venait changer un petit peu la donne en rajoutant des échanges avec l'autre, en whitelistant les syscalls, on s'assurerait que du coup ça ne passerait pas et ça serait bloqué. On a des solutions pour ça, donc notamment SecComp, qui est une solution qui permet de faire du coup des règles. On va typiquement lister les syscalls qui sont autorisés. On va les lister dans un fichier de profil et on va associer ça à un moment sur le pod quand on va le créer. Le pod contient le container et du coup le pod est une enveloppe qui nous permet d'ajouter encore de la sécurité. Le problème, c'est que SecComp, c'est quand même assez compliqué à utiliser, c'est assez lourd, et on ne va pas se mentir, c'est pas si simple que ça d'identifier tous les syscalls d'une application vers son kernel. C'est un peu fastidieux et ça implique une certaine maturité qu'on n'a pas toujours. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, moi, j'ai jamais eu de SecComp en environnement Kubernetes, et c'est pour ça que pour le moment, je ne m'en suis pas trop préoccupé. Alors, ok, on a des modèles d'isolation des syscalls du kernel avec des modèles rule-based, avec du coup du SecComp, mais ce n'est pas forcément simple à utiliser et ce n'est pas suffisant. Donc du coup, on va chercher une autre solution et c'est là qu'on va parler de sandbox container. Parce que gérer les syscalls, c'est fatigant. On ne veut pas gérer les syscalls, donc on va rajouter une layer entre l'application et le kernel, et c'est cette layer qui va être le sandbox container. Du coup, le sandbox dans le sens bac à sable, au sens isolé. Ces solutions, on en a plusieurs, et c'est là où c'est rigolo. On va en parler du coup de deux, pour commencer, enfin, en l'occurrence là. On va parler de Kata Container et on va parler de gvisor. C'est là où c'est un petit peu rigolé, c'est pour ça que je voulais vous introduire la partie virtualisation. Kata Container, ça fait un peu de la virtualisation, ce qui est un peu à contre-courant par rapport au principe même du container, mais vous allez voir que ça marche quand même pas si mal que ça. Donc, en quoi ça consiste? On va avoir un lightweight hypervisor, un VMM, qui va nous permettre de faire des guest kernels, enfin des lightweight virtual machines, qui vont contenir les containers. D'accord. Et du coup, l'application, quand elle va faire ses syscalls, elle ne va pas les faire sur le kernel de l'autre, elle va les faire sur le kernel de la machine guest. Et du coup, ça va être passé comme il faut. Tout ce qui doit être passé va être passé à travers le VM à l'host kernel. Bien entendu, on va se poser la question avec raison, si c'est pour revenir sur la virtualisation, quel est mon gain? Encore une fois, on détectera un petit peu tout ça derrière et on verra que c'est quand même plus simple de faire des sandbox containers dans Kubernetes que de faire plein de machines virtuelles avec des containers isolés. L'autre point intéressant finalement, c'est que comme c'est quelque chose qui est du coup intégré à l'architecture Kubernetes et du coup à votre environnement de container, c'est pas un truc supplémentaire que l'on gère en termes d'opération. On n'a pas besoin de regérer un hyperviseur, on n'a pas besoin de gérer un OS, c'est une lightweight VM. On la construit plus ou moins automatiquement sans trop s'en soucier et c'est plutôt pratique. Il y a d'autres solutions, notamment la solution gvisor, qui est plutôt que de rajouter à peu près 2 layers, on en rajoute une seule, comme sur mon schéma précédent. C'est une couche spéciale d'isolation qui est propre aux personnes qui ont implémenté gvisor et qui, à la fin du fin, fait la même chose. C'est l'application envoie ses syscalls à gvisor et gvisor, lui, laisse passer que ce qu'il a décidé de laisser passer. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus sécurisé. Donc, vous voyez, on a, au lieu de faire des scénarios rule-based, on va se rapprocher un peu de ce qu'on faisait côté infra. On donne, encore une fois, une couche de sécurité supplémentaire côté orchestrateur. Et on va se permettre se donner un moyen d'isoler plus facilement les applications pour lesquelles on n'est pas toujours sûr du code. D'accord.
Maintenant qu'on a vu ça, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces systèmes-là, c'est des systèmes qui viennent modifier le comportement de notre environnement de container, du coup Kubernetes, on ne va pas se mentir. Et donc, ça implique qu'on installe des choses en plus sur les, sur les autres qui nous permettent de faire enfin, qui sont sous-jacents à notre cluster Kubernetes. On installe, en général, du coup, on va installer ce qu'on appelle un runtime spécifique, qui ne va pas être du coup votre container engine classique. Et c'est ce runtime qui va porter l'isolation. La problématique, c'est que ce runtime, il doit être installé. Parce que si on essaie de le faire comme ça, out of the box, si comment dire, l'interaction de Kubernetes avec son OS va s'appuyer sur cette connaissance qu'il a de ce runtime. Et si on lui dit d'aller utiliser un autre runtime, il faut que le runtime il soit installé. Ça ne pose pas de problème tant qu'on est on-premise et qu'on a la main complètement sur nos nodes. Ça va être un peu plus problématique quand on est dans un environnement cloud manage, donc, notamment dans le cas d'AKS ou les autres cloud manage Kubernetes que l'on voit un peu partout, parce qu'on n'a pas la main sur les nodes. C'est un peu le principe, hein, si vous avez suivi la session d'avant sur la présentation d'AKS un petit peu, c'est qu'on ne manage pas vraiment ce qui s'y passe. On a un control plane qui va provisionner des nodes dans Azure. Ces nodes, c'est des machines virtuelles sous la forme d'un virtual machine scale set, mais qu'est-ce qui s'y passe et qu'est-ce qui est installé, on ne sait pas vraiment. On n'a pas vraiment la main dessus. Et donc, on ne peut pas vraiment modifier grand-chose. Donc, comment est-ce que je pourrais faire pour installer un runtime supplémentaire? C'est un peu compliqué. Fort heureusement, dans l'architecture Kubernetes, on a pensé à ce genre de choses-là, parce qu'on a un objet qui s'appelle le daemon set. Et le daemon set, c'est un contrôleur qui permet de contrôler comment est-ce qu'on déploie des pods, et surtout comment est-ce qu'ils vont être déployés. Et comme vous pouvez le voir sur le petit schéma sur la gauche, on a une pod definition dans un daemon set definition qui va nous permettre de déployer sur chacun des nodes que l'on aura sélectionné un certain nombre de pods. Et il se trouve que ces pods, ils vont nous permettre, sous certaines conditions, de modifier ce qui se passe sur le node. On appelle ça du coup des pods avec privilèges. Et le cas échéant, dans ce qu'on va voir tout à l'heure quand on fera un petit peu de gvisor, par ce modèle-là, on installe le runtime supplémentaire sur le node qui nous intéresse. D'accord ? Spécifiquement dans un environnement Kubernetes, on va configurer notre daemon set. Enfin, pardon, on va cibler un node pool spécifique pour utiliser ce container runtime spécifique. Et on va utiliser des mécanismes propres à Kubernetes qui sont les taint et les toleration pour que le node pool n'accepte que certains pods et du coup, que les pods qui sont dans le daemon set, ils aient des tolérations pour pouvoir avoir le droit d'être déployés sur le node qui contient du coup ces taints. D'accord ? De cette manière-là, on pourra installer des choses en particulier sur notre environnement, sur un node spécifique. Ok, donc du coup, un peu plus en détail, si on se concentre sur gvisor, du coup, ça consiste en quoi? Gvisor, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un programme qui est développé par des gens qui ont fait des gvisor et qui vont nous permettre d'installer quelque chose entre les deux. Donc là, c'est un exemple de ce qu'on va déployer tout à l'heure, on va revenir un peu plus en détail dessus. Vous voyez que du coup, on a une définition d'un daemon set que je déploie pour le coup ici dans kubesystem, même si normalement on ne devrait pas forcément déployer dans kubesystem. Et après, vous pouvez voir que je prends simplement une image qui fait des choses que je vais vous détailler. Ces choses, c'est du coup l'installation du programme sur mon node. Vous pouvez remarquer aussi, comme je vous le mentionnais, qu'en l'occurrence, on a un security context qui dit que j'ai des droits élevés et que j'ai le droit également d'accéder au root file system. Donc, je vais avoir le droit d'écrire dans certains endroits, pas partout, et je vais avoir le droit de lire le file system pour pouvoir modifier un certain nombre de choses. Vous remarquerez également qu'à ce niveau-là, j'affiche les tolérations qui me permettent d'aller sur mon node. En l'occurrence, là, j'ai fait un node pool spécifique, je vais montrer juste après, qui a un taint qui dit que je n'ai pas le droit d'aller dessus si je n'ai pas la tolération gvisor spécifiquement ici. Les taints et tolérations, c'est pour éviter que des pods soient déployés sur des nodes, mais ça ne sera pas suffisant pour s'assurer que les pods sont déployés uniquement
sur ces nodes. Parce que du coup, ça interdit d'aller à des pods qui n'ont pas la tolération d'y aller, mais ça ne les empêche pas d'aller, d'autres qui ont la tolération d'aller ailleurs. Donc là, on va rajouter également la petite partie note selector pour s'assurer qu'on va prendre les notes qui vont bien. Donc ça marche avec une catégorisation par label, et on va regarder ça un petit peu juste après également. Là, vous voyez que du coup, après, dans les étapes d'installation, on a besoin d'installer la runtime class qui correspond à gvisor. Et on va également après avoir un exemple où on regarde du coup comment est-ce qu'on fait un pod qui utilise la bonne runtime class. Donc c'est un pod classique. Notez juste que du coup dans ce cadre-là, le pod on lui spécifie une runtime class, alors que d'habitude on ne va pas lui en spécifier une, et il utilisera celle par défaut. Donc ça c'est le cadre de gvisor. Si on regarde juste après la partie kata container, la partie kata container, la théorie voudrait que ce soit la même chose. Mais vous allez voir, pareil, on va détailler cette installation de gvisor. Vous allez voir que c'est, bon, je vous la simplifie un peu, mais c'est un petit peu long. C'est fastidieux et on n'a pas forcément envie de faire ça. On veut faire du Cloud Manage Kubernetes parce que, un, c'est censé nous simplifier l'usage de Kubernetes par rapport à un Kubernetes qu'on gère complètement nous-mêmes. Et deux, on veut également avoir une capacité à porter facilement nos environnements. Bon, comment est-ce qu'on fait? Eh ben, on espère que le cloud provider va nous fournir des features intéressantes. Et en l'occurrence, c'est le cas dans le cadre d'AKS, parce que sur un cluster Kubernetes dans Azure, on a le choix de déterminer quel type d'OS on prend pour les node pools. Et depuis quelques temps, donc avant ça s'appelait Mariner, mais maintenant ça s'appelle Azure Linux. Vous le savez peut-être, Microsoft a sorti sa propre image de Linux, sa propre distribution. On ne l'aurait pas cru à l'époque des années 2000, hein, mais maintenant ils ont complètement adopté cette partie open source et en l'occurrence, ils ont leur propre distrib et dans cette distribution qui est utilisée dans leurs environnements cloud, ils ont onboardé Kata Container. Donc ça veut dire qu'on n'a rien à installer. Le runtime, il est disponible à condition que l'on ait pris le bon node pool. D'accord? Alors, on va sortir un petit peu des slides et on va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur notre environnement de démo. Et donc, je vais vous afficher, hop, une petite page. Alors, clac, ici, je vais zoomer aussi parce que sinon vous allez devenir aveugle. Hop. Voilà. On a un cluster Kubernetes, enfin deux, mais en fait celui qui nous intéresse, c'est celui-ci. Et on va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Donc vous remarquerez que c'est un cluster Kubernetes, tout ce qu'il y a de plus classique, il est running parce que je l'ai préparé, et j'avoue, j'ai triché, j'ai préparé mes environnements de démo avant, déjà parce qu'un cluster Kubernetes, ça prend 15 minutes d'approvisionner, et ensuite parce que je voulais être sûr que ça marche, puisqu'on touche, comme je le disais, des couches au niveau du container sur lesquelles je suis un peu moins à l'aise. Maintenant, on va regarder ça. Bon, là, on a des node pools, et dans nos node pools, on a le node pool par défaut, qui est notre pool système, et vous voyez qu'on a un node pool qui s'appelle npgvisor et npkata. Si je clique dessus, on va se rendre compte pour le premier que dans ce cadre-là, attendez une petite seconde, hop. Hop, j'ai perdu ma page. Voilà. Alors voilà, comme je disais, je vais vous zoomer encore un petit peu parce que c'est encore un peu juste. Hop. Ici, on voit qu'on a ce node pool du coup qui est que j'ai créé spécifiquement pour installer gvisor. Et notamment, on voit que ici j'ai un 10 qui apparaît, gvisor égale true de .noschedule, et je n'ai pas particulièrement de label. Par contre, si je vais voir les propriétés de mon node, est-ce que je les vois d'ici? Non, on ne les voit pas d'ici. Ah, voilà, c'est ça que je voulais voir. Dans la partie, alors donc c'est intéressant, tout à l'heure on ne voyait pas de label, mais quand on va sur cette partie-là, on voit dans l'overview qu'on a un certain nombre de labels qui existent, et notamment c'est celui-ci que je voulais vous montrer, c'est celui-ci sur lequel je me suis référencé pour faire l'attribution de nodes. On ne les fait pas par rapport à des noms. Alors on pourrait sur un environnement Kubernetes classique, mais là on est dans le cadre d'un node qui est inclus dans un node pool qui est managé par un objet qu'on appelle un scale set, et l'intérêt du scale set, c'est qu'on ne gère pas le cycle de vie des nodes, on gère juste le cycle de vie du scale set, et lui, il va gérer les nodes pool, les nodes dedans. Et donc, ce node pool-là, qui s'appelle AKS NP Gvisor, etc., 0004, il pourrait très bien disparaître à un moment.
pour des raisons X ou Y, ou je pourrais le killer volontairement. Et donc, du coup, son nom va changer. Enfin, les noms des nodes pool des nodes vont changer. Et c'est pour ça que je ne fais pas une attribution par rapport à un nom, mais par rapport à un label. Et d'ailleurs, globalement, si vous regardez la philosophie Kubernetes, on considère que tout est volatile et on se débrouille pour associer non pas des ressources entre elles, mais des ressources à travers des labels. Et donc, du coup, les ressources, par rapport à la définition qu'on retrouve dans les fichiers YAML, on va toujours avoir les mêmes labels qui vont nous permettre de regrouper les ressources. Et c'est comme ça qu'on s'y retrouve et qu'on peut attribuer des ressources. OK, donc ça, c'est notre node pour gvisor. Si je reviens un petit peu en arrière, je vais voir que du coup, j'ai également le même pour kata. Vous remarquerez aussi que j'ai limité à 2 nodes. Par contre, alors voyons voir node. Tac. Je ne sais pas si on voit bien d'ici. On va cliquer sur l'un. Hop. Voilà. Alors là, vous remarquez du coup, on a également la partie agent pool npkata. Si c'est là-dessus que où je voulais attirer votre attention, notez ceci. Donc là, on a une image version qui s'appelle AKS, CBL, Mariner, etc. Donc même si ça s'appelle maintenant Azure Linux, on a gardé dans l'API vraisemblablement le nom de l'ancienne distribution, donc CBL Mariner, et retenez également le kernel version. D'accord, c'est assez intéressant parce qu'on va regarder ça, puisqu'on dit qu'on va isoler le kernel en utilisant un autre kernel. Noter le kernel maintenant, ça peut être intéressant. Donc on regarde ça pour le moment. Je ne l'ai pas regardé tout à l'heure, donc je vais revenir sur l'autre juste là. Et je vais regarder également la même chose. On va se rendre compte qu'on a une petite différence sur la partie OS et du coup également sur la partie kernel. Donc j'en prends un, hop, il est là. Et voilà, donc là vous remarquez que là on a un kernel qui s'appelle quelque chose -Azure, alors que tout à l'heure ce n'était pas le même nom. Et le node image version, c'est AKS Ubuntu cette fois-ci. Donc on a bien encore, on a 2 kernels différents parce qu'on a 2 types de node pool différents. Et d'ailleurs, mon node pool système, si je ne me trompe pas, est en Linux Ubuntu également. Et donc si je vais voir sur les nodes, vous allez vous rendre compte de la même chose. Hop, voilà. C'est bien le même operating system. OK, parfait. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, si on s'intéressait un petit peu à la configuration de notre environnement. Donc, je vous l'ai dit, j'ai triché, mais je vais quand même vous montrer comme si on ne l'avait pas fait. Ce qu'on doit faire en premier lieu, c'est un daemon set qui va contenir l'image qui nous intéresse. Alors, je vais réduire ça pour le moment. Hop. Là, vous pouvez voir que du coup, j'ai mon fameux daemon set qui me permet de déployer un container qui contient cette image-là. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle contient parce que sinon, ce n'est pas très intéressant. Et vous voyez du coup, comme je vous le disais, que sur cette image-là, je vais lui dire de sélectionner notre sélecteur gvisor. Vous remarquerez aussi que j'ai les tolérations, puisque comme j'ai mis des taints, si je ne le fais pas, mon daemon set qui est censé sélectionner les nodes qui sont dans la agent pool NP gvisor, il ne va pas pouvoir y aller parce qu'il n'aura pas la tolération. Bon, très bien. Maintenant, intéressons-nous un petit peu à cette image-là. L'image Docker, alors j'ai récupéré ça d'un autre collègue MVP qui avait fait ça côté en Allemagne qui s'appelle Daniel Neumann. Et en l'occurrence, ce qu'on veut faire, c'est modifier la configuration de containerd sur notre hôte, parce qu'on veut lui rajouter un runtime, d'accord? Donc pour faire ça, on passe par ce container, mais ce container, avant toute chose, il a besoin de modifier ce fichier-là. Donc ce fichier-là, je l'ai extrait, en l'occurrence, de mon node à travers une commande, invent commande sur mon VMSS. Et ça, je le fais, je crois que j'ai la commande qui est là. Voilà, c'est cette commande-là que l'on peut voir ici. Hop. Donc du coup, on va faire une commande invoke, d'accord, qui va faire exécuter un script, tout simplement. Mais le script, c'est juste un cat tc containerd config toml. Donc on récupère le fichier et ce truc-là, en fait, on le met dans une variable. Et une fois qu'on a cette variable-là, on va lire ce fichier-là. Donc je vais juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble. J'ai quand même besoin d'avoir le nom de mon node en variable. Sinon ça ne marche pas. Donc c'est une simple commande azcli, hein, c'est un az AKS show, et puis après je vais récupérer le nom du ressource groupe qui contient mes nodes, parce que les nodes sont contenues dans un ressource groupe spécifique. Donc si je fais un echo node RG,
hop, il va m'envoyer ça, voilà, pas formidable. Et donc, du coup, là, je vais juste vous montrer la commande comme ceci. Tac, 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 on va la faire là plutôt. Hop là. Comme ça. Alors, hop, tac. Et ce truc-là va me permettre d'extraire mon fichier TOML. Alors, du coup, je vais mettre ça dans une variable, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir le réutiliser. Hop. Hop, on met un petit dollar devant ce truc-là. La parenthèse, on va à la fin de la parenthèse, clac, clac, hop. Et ça va tourner. Et après, on pourra utiliser ce truc-là pour regarder à quoi ça ressemble et l'extraire. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer, parce que ça prend un peu de temps et je ne veux pas non plus qu'on passe plus de temps que ça là-dessus, l'output de ce truc-là. Il est là. Vous allez avoir un espèce de fichier comme ça qui ressemble à s'y méprendre à notre fichier TOML, d'accord? Et en fait, c'est sur ce truc-là où on doit rajouter un certain nombre de choses. Ce qu'on nous rajoute, c'est les choses que l'on fait par rapport à cette image de container que j'ai ici. Alors, c'est une image relativement simple qui s'appuie sur une version d'Alpine. Et d'ailleurs, je crois qu'il fallait que je change la version, mais je n'ai pas dû le faire. Et en fait, on a deux choses. Regardez, le container, il va faire un install gvisor et un run.sh. Donc l'install gvisor, c'est ni plus ni moins que le script qui vient du site de chez gvisor. Et le run.sh, il va nous permettre de copier le fichier au bon endroit pour qu'on puisse après modifier le fichier containerd et faire un restart du système containerd. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, vous noterez que du coup là, on va chercher le fichier config toml qui nous intéresse sur un site. En l'occurrence, ce fichier ressemble à ceci. Et c'est là-dedans qu'on rajoute le runtime. D'accord ? Maintenant qu'il a fait ça, si je ne me trompe pas, je pourrais regarder l'export de la variable. Donc, je vais faire un echo container config. Ah, vous voyez que du coup, c'est un petit peu illisible et du coup, il y a un peu de traitement à faire. Mais c'est ce fichier-là que l'on extrait, que l'on modifie pour modifier notre configuration. Une fois qu'on a fait ça, on est très content. On n'a plus qu'à déployer notre daemon set. D'accord ? Il est là. Hop. Si je fais un k apply, pas k parce que j'ai un alias de mon fichier, dsgvisor. Je ne sais pas comment on va, pardon. CD, hop. Non, il y a mal config, pardon. Hop, hop. Je vais refaire apply.f sgvisor. Hop, il envoie son truc. Très bien, donc là, comme je vous disais, il est inchangé. Si je fais un get code-n cube système, et du coup, je les appelle gvisor quelque chose. On en a un certain nombre, on en a deux parce qu'il essaie de déployer sur mon node pool qui contient 2 nodes. Et donc, du coup, en l'occurrence, on est bien 2, 1 pour chaque node. Donc, je ne vais pas regarder plus que ça, mais si on regarde un petit peu les détails, on verrait qu'il a fait un certain nombre de choses. Ça, c'est la première étape. Ce qui nous intéresse après, c'est de déployer un container de test pour notre runtime, pour utiliser notre runtime. Avant ça, on a besoin de déployer cette classe de stockage, enfin, pardon, pas de stockage, de runtime, qui nous permet du coup d'utiliser gvisor. Donc, on va écrire ici, le nom c'est gvisor. On va utiliser le handler runsc et on va utiliser cet agent pool là. D'accord ? Donc, si je refais ce truc-là, je fais un K. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai quitté mon terminal. Hop. Voilà. La runtime. Hop. Je vais juste vous montrer également, parce que c'est intéressant de voir ça. On a des runtime classes qui existent par défaut. Hop. Vous remarquerez que du coup, on en a 3. Celles que je viens de rajouter, enfin d'ailleurs que j'ai rajouté il y a 26 heures, et celles qui viennent avec
mon cluster. Donc, mon cluster qui a 44 heures. Donc, vous voyez que du coup, il y a RunSC et il y a Kata MSHV VM Isolation, du coup, qui est celle qui vient grâce à l'image CBL Mariner ou Azure Linux. Ensuite, du coup, il faut qu'on teste comment est-ce qu'on déploie un pod. On a juste besoin de dire qu'on veut un pod qui va utiliser la runtime qui nous intéresse. Donc, ça ressemble à ça. Et du coup, dans les specs, on rajoute tout simplement gvisor. D'accord. On sélectionne aussi l'agent pool qui nous intéresse parce que c'est seulement sur celui-ci qu'on a la classe. Et on va utiliser les tent et les toleration. Sur la partie kata, c'est exactement la même chose, sauf qu'on n'a pas du tout la partie daemon set. C'est beaucoup plus simple parce que c'est cloud manage. Et on va également utiliser les runtime. Donc si je fais un k-get-pod, j'ai deux namespaces, -n gvisor demo si je ne me trompe pas. Voilà, vous remarquerez que du coup là-dedans, j'ai un certain nombre de pods, un gvisor test qui est du coup la bonne runtime class, et après les autres qui n'ont probablement pas les bons trucs. Je dois avoir une commande qui traîne quelque part que j'avais préparée. Je pense qu'elle est... Est-ce qu'elle est là? Où est-ce qu'elle est? Non, je vais la mettre là-dedans alors. C'est pas par là. Voilà. J'ai préparé une commande à l'avance qui nous permet d'aller notamment afficher un certain nombre de colonnes qui nous intéressent parce que sinon on a beaucoup trop d'informations dans Kubernetes. Et là, en l'occurrence, je fais des custom colonnes pour lui demander de m'afficher les runtime class pour chacun de mes pods dans gvisor. Alors là, du coup, je vais juste modifier ça parce que je suis déjà en train de vous montrer Kata Demo. Et ce que je vais vous montrer, c'est pour le moment gvisor. Hop. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il nous affiche? Il nous affiche quoi? Il nous affiche qu'on a bien 3 pods, les mêmes que j'ai vu juste avant. Et là, en l'occurrence, le gvisor test, il a la runtime class gvisor. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de vérifier qu'on a bien isolé le kernel. Et pour faire ça, on va tout simplement faire une commande d'exec pour faire un unem-r. D'accord? Donc je vais faire un cas exec de -n de mon gvisor demo, hop, pour lui dire que je vais dans le namespace gvisor. Je vais spécifier mon gvisor test. Voilà, et du coup, je vais lui dire que je veux la commande. Alors, exec, c'est pour exécuter une commande à l'intérieur du container, enfin du pod, comme vous le savez probablement. Et là, je vais juste lui faire un uname -r, hop, et il va m'afficher la version 4.0. Si on regarde un des autres, du coup, en dessous, qui n'est pas avec la même classe, on va voir qu'on n'a pas la même version de kernel, et donc on va bien valider qu'on a isolé le kernel. Là, vous remarquez qu'on retrouve la version de kernel qu'on avait sur le node Linux, spécifiquement le node Ubuntu, et qu'on a bien du coup une isolation de kernel. On ne peut pas voir beaucoup plus que ça, on sait qu'on a un kernel différent, et donc on sait que si jamais le container dans le pod fait appel au kernel, ça ne sera pas le kernel de notre OS, et donc du coup on a bien démontré cette isolation. Refaisons la même chose, mais juste par souci de complétion avec Kata. Hop. Ça va être exactement la même chose. On va avoir la même chose cette fois-ci, 3 pods. Vous remarquerez que du coup, il y en a un qui a la kernel isolation avec la runtime class de Kata Container et les autres qui ne l'ont pas. Et donc du coup, on va regarder un petit peu tout ça. Alors maintenant, on va changer de namespace. Là, on va prendre d'abord Kata test. Hop. Cette fois-ci, on a un 5.15.110 MSHV2. Si je prends le test 2 cette fois-ci, qui est un de mes autres pods, hop, on n'a pas la même. Parce que du coup, là, on a la version vraiment de l'autre. Donc, on a bien un kernel différent, on est content, on a bien donc du coup réussi à isoler nos pods, enfin nos containers avec des sandbox containers. Du coup, maintenant, revenons un petit peu à nos slides, parce que là, après cette petite démonstration, il va être temps de conclure. Alors, voyons voir. Slideshow from current slide. Voilà. Bon. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Bon, déjà, l'usage de Kubernetes évoluant, la sécurité augmente, enfin le besoin de sécurité augmente, et donc du coup, on a besoin d'outils pour se sécuriser. Les containers sandbox
leur avantage, c'est de se dédouaner d'une connaissance parfaite des syscalls de l'application vers le kernel, parce que finalement, on autorise l'application à aller taper sur un kernel différent. D'accord. On a vu aussi qu'il y a plusieurs solutions, et comme on a plutôt des problématiques liées, enfin, on a des avantages liés au Cloud Managed Kubernetes, on a aussi des problématiques. Comme c'est une solution managée, on accède à moins de choses. Puisqu'on a accès à moins de choses, on ne peut pas installer ce qu'on veut comme on veut, et donc du coup on compte sur le cloud provider pour nous donner accès à des runtime class spécifiques. C'est le cas avec AKS et sa distribution Azure Linux, qui nous permet d'utiliser Kata Container. On a quelques points d'attention quand même là-dessus. Puisque Kubernetes est déployé un peu partout dans l'ensemble des cloud providers, c'est intéressant de savoir que les cloud providers mettent à disposition des runtime classes différentes. Néanmoins, il faut aussi comprendre que, en fonction du cloud provider sur lequel vous êtes, puisque vous dépendez du cloud provider pour vous donner une runtime class qui est native sur son node, sur son image de node, c'est des choses qu'on doit prendre en main pour éviter du vendor lock-in. Je ne suis pas sûr qu'on ait Kata chez les autres cloud providers, et si on en a, ce n'est pas forcément la même implémentation, il y a peut-être quelques petites spécificités. Bon, après, quand on commence à plonger à ce niveau de profondeur sur la complexité et les features de Kubernetes, en général, changer une runtime class et son nom, ce n'est pas quelque chose qui va être bloquant parce qu'on maîtrise déjà l'usage. Néanmoins, c'est un point d'attention. Soit on fait du self-manage avec les implications que vous avez pu voir, c'est-à-dire qu'on doit installer des choses, et en plus, il y a potentiellement un impact quand vous allez avoir un scale out de votre node pool, puisque si ce scale, il faut que, avant que les pods tournent dessus, il faut que le pod du daemon set tourne pour que votre runtime class soit installé, sinon ça ne marchera pas, etc., etc. La self-manage, l'intérêt, c'est que out of the box, vous l'avez, et donc du coup, vous vous dédouanez de cette partie-là. Maintenant, spécifiquement pour Kata Container sur Azure, il y a aussi quelques limitations qui sont liées probablement à Kata Container et également à son implémentation sur l'image Azure de Kubernetes. On ne peut pas notamment, par exemple, utiliser certaines classes de stockage de toutes les CSI Storage Classes. On a quelques autres limitations qui sont listées ici, et donc qui sont à prendre en compte quand on veut utiliser tout ça. Le point d'attention le plus important, c'est que les containers sandbox ont un impact non négligeable sur les ressources, comme on pouvait s'imaginer, puisque forcément, on rajoute une couche de lightweight virtualization ou une couche de software spécifique qui vont forcément consommer de la ressource supplémentaire. Donc, d'une manière générale, le container sandbox, il est bien pour des environnements où on a besoin de sécurité et où on sait que la performance va être impactée. Si on a besoin de performance énorme, il va falloir réfléchir à autre chose, et potentiellement les whitelisting avec des seccomp. Voilà, et c'est tout pour moi, j'ai terminé. Et donc, du coup, je vais m'arrêter là. Hop. Voilà, je vois qu'il n'y a plus beaucoup de monde à la fin. J'ai dû faire peur aux gens comme d'habitude. Formidable. Merci pour tout. Moi, j'arrête de présenter. Et puis, je crois que c'est la pause déjeuner là, dans 10 minutes. S'il y a des questions, je reste encore là pour le moment. Mais je vais arrêter mon partage.
Alors, pas vraiment en fait. Le kata container, c'est pour répondre à un besoin de sécurité de certains de mes clients, mais j'ai pas pu tester le pass-through là, des GPU et je suis pas sûr que ça marche si bien que ça. En fait, ça va dépendre de comment c'est implémenté. Mais comme on isole le kernel, à voir si c'est réalisable et si c'est stable. Je sais pas, là, j'ai pas d'éléments concrets à te donner, je suis désolé. Je t'entends pas. C'est normal, j'ai coupé mon micro. Salut David, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, j'ai eu que un fidèle à la fin qui était Mickaël, j'ai fait peur aux gens, je crois, mais j'ai l'habitude. Bah, le créneau, on a choisi volontairement un créneau midi 13h pour permettre aux gens de participer, même ceux qui ont des contraintes pro, machin, etc. Mais ça peut être compliqué. C'est un créneau qui peut être compliqué. Ouais, non, mais c'est pas très grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de venir faire l'auto, que vous m'invitez. Je suis très content de partager. Après, ça plaît pas, pas grave. Moi, je suis content. En plus, c'est enregistré après. Ah si, il y a un truc que je dois partager. Alors, je mettrai les slides à disposition, comme on avait dit, mais j'ai un truc, parce que ce truc-là, en fait, c'est issu d'une étude que j'ai faite qui est dans un article qui existe déjà. Donc, je vais vous partager l'article, comme ça, vous avez la version écrite, si jamais il y en a qui veulent. Hop, il est là. Voilà. Ok. Je sais pas, je crois pas que le chat apparaisse dans l'enregistrement, mais. Ah mince, où est-ce que je peux le mettre ça? Dans ta presse, et on partagera ta presse en lien. Ok, je te le remettrai dans ce cas-là. Ça marche. Yes, top, merci. Et écoute, dans ce cas-là, je vais clôturer ton enregistrement. Merci Parfait. à toi d'avoir soumis un talk. Mais c'est moi, merci d'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Et merci à mon auditeur résistant. Bravo Mickaël aussi. Allez, je coupe. Merci beaucoup. Je m'en vais.